fait, Annie Lacroix a fait d'une part des publications, d'autre part des ouvrages sur le sujet. Donc je pense que le plus simple c'est de se reporter, mais en résumé. On fait porter quelque chose de terrible sur l'Inquisition. Or, il faut bien comprendre que l'Inquisition, les condamnations, les pendaisons, le fait qu'on brûle des gens, etc., c'est l'œuvre en fait de gens comme toi et moi, qui se croient investis de la Bible, plus des juges civils. C'est ça le truc. Et ils se servent de quoi? Ils se servent du marteau des sorcières. Le marteau des sorcières, il a été condamné par l'Église. Je crois que c'est 2 ou 3 ans après sa sortie, c'est-à-dire pour l'époque, hein, c'est super rapide. C'est comme si le livre sortait aujourd'hui et le lendemain le Vatican dit non, non, il faut pas s'en servir parce que c'est dangereux, ce sont des bêtises. Et bien c'est exactement ce qu'a dit le Vatican. Il ne faut pas se servir de ce livre, ce sont que des bêtises. Or, on a condamné comme ça des centaines de gens sur un livre qui n'est pas reconnu par l'Église. C'est ça le truc. Et surtout dans le monde protestant d'ailleurs qu'on a condamné. Ce sont des juges civils. Et ça, personne ne le sait. Alors, tout ça, c'est une refabrication entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Pourquoi? Parce que l'Église, d'une certaine manière, s'oppose à notre pouvoir, celui de la haute bourgeoisie, qui est en train d'émerger. Et je peux très bien imaginer que le fait de diaboliser les uns pour effacer les crimes des autres, effacer le crime des autres, pourquoi? Il faut bien comprendre qu'à l'époque, pour devenir juge, il faut être très riche. On achète sa charge. Et du coup, il y a un système très particulier qui a été décrit, qui est insidieux, qui est sournois. Si la personne est condamnée, euh, j'ai pu lire que le juge recevait la moitié des biens. Donc il y a un intérêt quelque part. Et donc on se retrouve devant quelque chose d'incroyable, à part un ou deux fous, genre Torquemada, on se retrouve devant les trois quarts, ou l'essentiel, on va dire l'essentiel, parce que je n'ai pas de relu de texte, et c'est un petit peu loin dans ma mémoire, l'essentiel en fait des condamnations en sorcellerie, qui viennent du monde de juge civil dans le monde protestant. Voilà. Et personne ne le sait. Ce serait bien en effet de parler des pierres polygonales, pierres en Tetris ou en aile de libellule, peu importe, parce qu'il y a différents patterns qui sont très jolis. Alors ils ont ceci de particulier qu'ils ont tous une forme hétérodoxe. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'il y a un tremblement de terre, comme toutes les pierres sont hétérogènes, elles reprennent la contrainte de l'autre. Et donc une fois que le tremblement de terre est terminé, tout est encore en place. Ça c'est génial. Après un tremblement de terre, même très important, le mur est encore là. Ouais, bon, ça économise de la sueur. Maintenant, le gros problème, c'est comment on met ça au point. Voilà. Donc il y a beaucoup de théories, et je pense que dans mon volume 5, je vais faire la synthèse en fait de beaucoup d'expériences de pensée que j'ai entendues. Simplement, j'aimerais dire que ce type de mathématiques qui régit ce genre de choses n'a pu être découvert qu'avec l'invention des explosifs. Et oui, comment fait-on auparavant? D'autre part, ce sont des mathématiques très compliquées qui ont été développées par deux scientifiques russes, deux mathématiciens, donc Voronoi, et l'autre c'est ce qu'on appelle les triangulations de Delaunay, qui était l'un de ses étudiants. Donc c'est une matrice très complexe, donc qu'on peut retrouver justement dans l'un de mes ouvrages, c'est le tome numéro 2. Donc j'explicite vraiment les choses. Voilà. Et là, ça nous pose un problème parce qu'on est face à des patterns de type naturel. On est face à des patterns de type naturel. Donc semble-t-il, les gens du passé avaient compris que en ayant ces formes naturelles, eh bien, il n'y aurait aucun problème vis-à-vis des tremblements de terre. Maintenant, on se pose la question comment générer tout ça. Voilà, oui, mais déjà se pose la question de ces pierres, en fait, de manière mathématique. Donc j'ai évoqué des mathématiques. Euh, Ensuite vient la manière de les positionner. On va mettre de côté pour l'instant le fait de les déplacer, parce que c'est un problème annexe. Euh, on a souvent en fait évoqué des pierres en dumol
pour ainsi dire, comme du beurre, pour pouvoir les ajuster. Est-ce que c'est possible? Alors moi, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, des gens ont réfléchi sur la question. Moi, je pense à Louis Kervran, par exemple. Louis Kervran, il me semble, avait été chargé par le président de Gaulle de trouver des endroits où abriter nos déchets nucléaires, quelque chose comme ça. Et donc c'est un scientifique, et il avait trouvé que malheureusement, les mettre dans des grosses, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maladie de la pierre. Il y avait une espèce de colloïdisation, une espèce de transformation de la pierre, pour ainsi dire. Elle devenait molle. Et là, il avait touché quelque chose, sans le savoir. Il s'est intéressé à d'autres choses, ce qu'on appelle la transmutation sans rejet radioactif. Et il a fait une série d'expériences qui ont été répétées par des scientifiques conventionnels et non conventionnels pour transmuter des corps en d'autres corps. Là, peut-être qu'on pourra mettre un petit tableau, c'est toujours intéressant, puisque moi j'invite les gens à refaire ces expériences finalement. Parce que on m'a dit qu'elles se répétaient, se répétaient, se répétaient, se répétaient et encore se répétaient. Donc je veux bien qu'on donne un espèce de prix Nobel de la dérision à Monsieur Louis Kervran, mais tout de même, si ces expériences se répètent, et si on constate qu'on peut rendre molle la pierre, et donc qu'elle est coulable, et qu'elle est ajustable, y a peut-être quelque chose à prendre, au lieu de se moquer. Je ne prends pas parti pris, je signale simplement la chose. Alors peut-être que ça sera fécond, peut-être que ce sera infécond. Mais en tout cas, il y a toujours ce genre de choses. Au bout d'un moment, c'est vrai que chez moi, même si je suis dans une espèce de calme souvent olympien, souvent, comment dire, la moutarde me monte au nez. J'ai envie de me mettre en colère. Mais une colère divine quelque part. Pourquoi? Parce que il y a des tas de choses qu'on a constatées, qui sont dans des livres, des expériences qui ont été faites, répétées, etc. Et à aucun moment, dans certains siècles, on ne va redéfinir les livres de cours. Ou même, encore, moi j'aime le montrer souvent, quand on prend simplement le livre basique d'histoire de la Sorbonne, il y a des choses qui sont mises en avant par rapport à l'écriture, par rapport à la proto-histoire ou à l'histoire, qui sont complètement en dehors de la Vulgate. C'est dans le livre de cours, bon sang, c'est dans le livre de cours. Et ça a été fait par des gens de renom, des gens qui ont pignon sur rue, des gens qui sont reconnus. Derrière, il y a des publiés-référés. Et en aucun cas, on met ça en avant. Mais c'est dans le livre de cours, bon sang. Et à longueur d'année, je ne fais que répéter des publiés-référés. Ce qu'il y a dans les livres de cours, et ça paraît iconoclaste. Mais bon sang, ça a été validé. Ça veut dire que des tas d'autres idées géniales, qui vont sans doute beaucoup plus loin, ont été refusées. Donc si on veut avancer, à un moment donné, il faut se pencher là-dessus. Bref, on peut imaginer deux composés pour créer peut-être ces fameux murs en Tetris, ces murs polygonaux. Peut-être qu'il s'agit peut-être de deux composés qui peuvent s'étendre sur une pierre et aux jointures devenir un espèce de gel de pierre. On peut, moi j'ai évoqué différentes choses. Alors je peux le rappeler de manière succincte comme ça je serai précis parce que j'aime bien. Là je ne suis pas précis du tout. Donc, des composés organiques peuvent être également évoqués, en dehors évidemment des choses évoquées par Corentin Louis Kervran. Donc, des composés organiques peuvent être également évoqués comme des mélanges de plantes et de minéraux, rendant la pierre temporairement molle, entre guillemets, comme du beurre, donc retouchable ou coulable. Parmi elles, l'arbuste nommé joncha. Donc je donne une définition. Parce qu'il y a un arbre en fait on pense que c'est peut-être celui-ci, le pourprier. La saxifrage, la rognée maritime, la matcha matcha péruvienne, contenant de l'acide oxylique, combinable avec le Liacac alpa. Faut me pardonner, j'ai du mal avec le quechua. Un acide sulfurique d'un pH de 0,5 généré par oxydation bactérienne de la pierrite.
l'énigmatique herbe piwit qui dissout la pierre et le fer, etc. Enfin, il y a mille et un candidats. Et j'évoque aussi, autre piste, nous pouvons imaginer également deux composés se déployant à la manière d'une tache d'huile, générant le dessin de patterns polygonaux, puis à la limite des blocs circonscrits, rendant la pierre gel de roche. C'est un très riche sujet. À chaque fois que je vais voir des spécialistes, des archéologues, ils ont tous quelque chose à dire sur le sujet, tous sans exception, pour ou contre une thèse. Ils ont tous quelque chose à dire. Personne ne parle. Mais c'est pas à moi de le faire. C'est pas à moi de le faire. Oui, c'est une question de survie. Moi, je vais prendre simplement, puisqu'on parle de lobby, on va parler d'agriculture. Il se trouve que les microzymas, les micro-organismes, peuvent transformer peut-être des corps en d'autres. En tout cas, ils peuvent aider à l'agriculture. Moi, je vais prendre simplement quelque chose qu'on connaît bien en Amérique du Sud, puisque autrefois l'Amazone aurait été un immense jardin, en tout cas une grande partie de l'Amazone aurait été organisée en immense jardin, et il y aurait eu entre 2 millions et 2 millions et demi d'agriculteurs qui exportaient via différents bras du fleuve Amazone ou différents bras de fleuve amazonien. Et donc ils exportaient chaque année des quantités mais phénoménales de fruits, de légumes, etc. Ok, où se situaient en fait ces gens-là sont morts, hein. Malheureusement, ces gens-là sont morts, ils sont morts de nos maladies, le rhume, la grippe, etc. Ils n'étaient pas immunisés. Et on le sait, la quasi-totalité en fait, des Amérindiens sont morts non seulement des mauvais traitements des conquistadors, mais surtout et avant tout de nos maladies. Comment reconnaît-on l'endroit où il y avait ces cités-jardins? On a une terre noire qui s'appelle la terra preta. La terra preta a ce site particulier qu'on peut faire des récoltes à vita aeternam. Des récoltes à vita aeternam. Tout le temps, si on a envie de faire 2 récoltes, on en fait 2. Si on en veut faire 3, on en fait 3. Oh, la terre de jungle était pauvre. Donc c'est quelque chose qui a été imaginé par les Amérindiens. C'est une technologie qui est basée en fait sur, semble-t-il, les micro-organismes. J'ai vu beaucoup d'études sur le sujet. Et donc cette terre pousse. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, on a un certain nombre de centimètres supplémentaires. Voilà. Déjà, simplement pour l'agriculture, sans intrants, eh bien, on pourrait arriver à une espèce d'autonomie. Puisque je parle d'anciens. On est arrivé, il y a une expérience, à l'aide de petites rigoles et en implantant de la faune, d'avoir un rendement 10 fois supérieur en pommes de terre à 3000 ou 4000 mètres d'altitude. Non, il n'y a rien qui pousse. Rien qui pousse. Par rapport, par rapport à des pommes de terre qui poussent généralement dans la vallée, avec agropharma habituel, on a un rendement x10 avec ce système. Évidemment sans intrants. À aucun moment donné, on se pose la question comment fonctionne la terra preta, comment faire ces cités-jardins avec un microclimat, avec ces rigoles d'eau dans lesquelles il y a des grenouilles, des poissons, des insectes qui vont alimenter en fait les pommes de terre, très riches en vitamine C entre autres. Voilà, à aucun moment, et tout est comme ça. Quand je me trouvais par exemple du côté de Ichinoden, donc c'est un grand monolithe, hein. Japon mystérieux. Pourquoi? Parce que c'est une île. Donc sur Ichinoden, donc voilà, bien sûr des mégalithes. Ichinoden, on commence à me parler de glyphes. Voilà, comme la définition d'écriture est très particulière, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'écriture, on va dire glyphes. Pour les gens du Japon, ces glyphes datent de l'époque Jomon, c'est-à-dire de la préhistoire. Et comme on peut le voir ici, il y en a des douzaines de sortes. Des douzaines et des douzaines de sortes. Qui les étudie en Europe? Personne. C'est comme le goral. C'est comme le goral. Et encore, le goral est privilégié. Parce que le goral est présent en Mésopotamie. Il est présent à Rome. Jusqu'à la chute de l'Empire romain.
il est présent en Chine, encore aujourd'hui. Donc on peut dire que le Goral est un privilégié. Là non, rien n'est fait. Là nous trouvons en fait face aux glyphes aux glyphes Katakamuna, et ils ont été découverts en fait de manière fortuite par un spécialiste donc c'était un homme qui était formé à Tokyo Université, et celui-ci devait planter des poteaux électriques dans la région en fait de Ishin-Hoden. Ishin-Hoden, je pense que c'est peut-être important de montrer ce que c'est. C'est un immense monolithe. Peut-être qu'on pourra faire une incrustation à ce moment-là. Voilà, ça ce sont mes notes. Je trouve que j'ai le carnet dans lequel j'ai fait mes notes ici. Ce monolithe, juste trois choses sur la question. C'est considéré comme l'un des 3 trésors du Japon. Il n'y a rien. C'est le seul livre au monde qui parle de l'un des 3 trésors du Japon. C'est un problème. D'abord, c'est un monolithe qui pèse entre 500 et 600 tonnes. On a du mal à estimer. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie en fait qui est cachée. Il a ce site particulier, c'est lorsqu'on arrive en haut de la colline sur laquelle il se trouve, on a l'impression d'être face à un pointeur qui pointe on ne sait quoi. C'est une espèce de cuvette dans laquelle il y a cet immense monolithe. On trouve visiblement, il faudrait faire une étude à mon avis complète sur le sujet. On y trouve le mètre, ainsi qu'un certain nombre de constances mathématiques. Alors évidemment, je ne m'avancerai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'équipe avec moi qui a fait une étude référencée et avec un papier solidement charpenté sur la métrologie et sur les constantes mathématiques qu'on pourrait y retrouver ou qu'on y a retrouvé. Donc je ne vais pas m'y risquer. Cependant, les indices sont là. On a peut-être le diamètre de la Terre, le diamètre de la Lune, le diamètre du Soleil. Peut-être qu'on a des constances. Peut-être, je dis peut-être. Tout est à confirmer par une étude qui reste à faire. Malheureusement, il n'y a aucun scientifique qui s'intéresse au sujet, il n'y a pas de budget. C'est le gros problème. C'est considéré comme le trésor numéro 1 du Japon. C'est un monolithe de 500 à 600 tonnes qui semble flotter à 30 ou 40 cm au-dessus du sol parce qu'il y a une illusion d'optique. Et cette illusion d'optique est générée par une nappe d'eau. Cette nappe d'eau, jamais de mémoire d'homme, on a vu cette nappe d'eau disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a des souterrains, parce qu'il y a des accumulateurs, parce qu'il y a tout un monde en fait sous la montagne. Un monde en fait qui doit être ouvert simplement à l'empereur du Japon, simplement à la famille qui est dévolue, qui est là, qui sont devenus avec le temps en fait des amis. Moi j'ai connu cette famille il y a très longtemps, et en fait, d'après ce que j'ai compris, donc donc il y a cette famille de ce grand prêtre, ces grandes prêtresses. Sa fille n'a pas voulu reprendre le flambeau, et c'est l'arrière-petite-fille en fait qui va le reprendre. Moi je l'ai connue, c'était une petite gamine, et maintenant c'est une femme qui va se marier, donc ça fait déjà quelque temps. Et avec le temps, j'ai appris à les connaître, et j'ai... Est-ce que je dois parler de certaines choses? Allez, allons-y. Je vais revenir à ces glyphes. Je vais revenir à ces glyphes. Ce que me disait le grand prêtre, c'est est-ce que tu connais les kotodama, qui sont des mots âmes? Je dis bon, ça va correspondre à des mantras, donc des mots qui ont une influence sur le monde en quelque sorte. Il dit oui, c'est bien. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on utilise en fait dans certains rites de Shinto pour, en effet, comme dans la religion indienne, ça fait partie de notre cosmogonie, pour faire court. Il y a mieux. Est-ce que tu connais ça? Je dis non, pas du tout. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça, que je vois ça. Eh bien, il faudra que tu retrouves un livre d'un ancien de Tokyo Université, ingénieur de renom. Pourquoi? Parce qu'il a électrifié une grande partie de la Chine, une grande partie de la Mandchourie. Et ça s'est fait pendant l'entre-deux-guerres. Simplement, cet homme-là, ça reste entre nous, semble-t-il, est revenu de la guerre mais complètement traumatisé. Il n'y a pas pris part. Mais ça l'a traumatisé. Et s'est retrouvé dans notre région, à l'époque, c'était quoi? C'était des bois. C'était la forêt.
Parce que la région de Takasago, avant 1954, c'est le grand monolithe géant de Ishino-Oden, où il faut aller pour devenir, pour ainsi dire, empereur, ou si tu veux devenir shogun, c'est-à-dire reconnu shogun, c'est-à-dire dictateur militaire du Japon, il faut qu'on t'autorise l'entrée et que tu puisses prier devant. Sinon, c'est caduc. Je dis, mais tout de même, quelle importance pour ce lieu. Oui. Bref, il y a une série de 80 chants qu'on appelle les chants katakamuna. Vous, votre écriture, ce sont simplement des signes qui vont épeler des sons. Nous, c'est beaucoup plus complexe. On ne peut pas appeler ça écriture. Parce qu'il y a un son, bien sûr, derrière le signe, mais il y a également des séries de concepts. Et en herméneutique, il y a des piles de concepts au-dessus de concepts. Il faut que tu imagines en fait qu'à chaque fois que tu vois un glyphe, c'est comme un empilement en fait de concepts, et selon le mode à laquelle tu vas réagir par rapport à ces glyphes, tu vas plutôt t'adresser à ce niveau-là, ou plutôt ce niveau-là. Nous sommes à un niveau de complexité d'écriture que vous, en Europe, vous ne connaissez pas. Quand vous écrivez l'écriture romaine, c'est simplement le son. Et c'est tout. Je dis non, tout de même, on peut faire un rapport entre le A et la première arcane du tarot, etc. Il dit oui, mais c'est tout. C'est tout. Nous, c'est beaucoup plus complexe. Je dis mais, de manière probante, qu'est-ce que tu souhaites me dire? Eh bien, ces glyphes, voilà, ils ont été connus par le grand public grâce à cet ingénieur. Il s'est installé dans la région et il avait pour mission d'électrifier la région. À l'époque, il n'y avait que des bois et on voulait développer toute cette zone. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait encore des moines, des montagnes. Et il s'est lié d'amitié avec eux. Nous, on les connaissait, ils passaient de temps à autre par chez nous. Visiblement, il était très marqué par la guerre et ne pensait qu'à une seule chose, c'était trouver la paix. Et je pense qu'il l'a trouvé dans cette région. Toujours est-il qu'on lui a demandé de déplacer quelques poteaux électriques. Il a accepté, bien sûr, de mon cœur, parce que déplacer un poteau électrique de 200 mètres ou 300 mètres, alors qu'on est dans une région boisée, finalement, quelle importance, pour une ville qui n'existe pas encore. Il avait de grandes discussions avec les moines des montagnes qui lui ont confié 80 chants, c'est Katakamuna. Lui était expert en mathématiques, il s'intéressait à la physique quantique. Avant de mourir, il était dans l'urgence de communiquer quelque chose d'incommunicable. Il a fait un livre qui est pratiquement abscon, parce qu'il y a des mathématiques, il y a de la cosmogonie, etc. Mais nous, on comprend bien ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 2 familles dans notre région qui comprennent encore ces glyphes et qui les enseignent. Alors évidemment, peut-être pas à un niveau aussi sophistiqué que cet ingénieur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, derrière, il y a toute une science. Et une science qui est inexploitée. Il faut bien que tu comprennes que pendant des milliers de générations, des prêtres animistes ont regardé la nature. Et pour ainsi dire, sont allés jusqu'au bout de la physique. Alors pas votre physique à vous, les occidentaux, qui est faite de mathématiques. Nous, c'est fait de glyphes. Ce sont des glyphes. Et ces glyphes sont équivalents à vos mathématiques. Et avec des niveaux de complexité que vous n'avez pas encore. C'est comme si on avait réinventé les mathématiques. Et je dis, mais est-ce que vous comprenez ce genre de complexité? Oui, il y a des gens qui les comprennent. Alors, concrètement, à quoi sert Ishino-Oden et pourquoi vous me parlez de ces glyphes? Ben voilà, Ishino-Oden, ça a servi à régénérer les natures après une catastrophe. Et vois-tu, dans les 2 premiers chants, on nous parle de régénérer la nature après une catastrophe. Pouvez-vous m'expliquer? Et je le montre dans mes carnets. Il y a l'explication telle qu'on me l'a donnée. Alors, on pourra me reprocher qu'elle est imprécise. Peut-être dans quelques années, on dira oui, c'était pas exactement la bonne chose. Voilà. Peu importe. En tout cas, c'est la manière dont je l'ai comprise. Et évidemment, c'est critiquable et on peut aller beaucoup plus loin. Mais, en tout cas, pour ces 2 premiers chants, on peut remarquer tout autour de Ishino-Oden une série de monts. Et comme des couloirs dans leur pensée géotellurique. C'est le pays du Feng Shui aussi. Qu'il y aurait en fait différents courants géotelluriques. Et qu'à un moment donné, on va les canaliser. Comment peut-on les canaliser? On va les canaliser, déjà ils vont se canaliser par ce qu'on appelle des iwakura. Qu'est-ce que c'est qu'un iwakura?
C'est un ensemble de pierres naturelles, où les gens vont constater des phénomènes naturels, des phénomènes particuliers. Ils vont dire que le kami est tombé sur Terre à cet endroit. Donc on va pouvoir construire un ensemble mégalithique, comme un dolmen par exemple, ou un temple. Ou mieux, me dit-il, peut-être qu'on peut canaliser les forces en faisant une boule de pierre. Mais attention, cette boule de pierre, il faut la laisser sous la terre. Y a-t-il des exemples de boules de pierre? Oui. On m'a montré 2 exemples de boules de pierre à Kumamoto. J'ai fait des photos. Donc, ça a été révélé de manière très fortuite. En voulant élargir une section faite de route, il y a eu un éboulement. Et une de ces grosses boules de pierre qu'on peut trouver au Costa Rica ou qu'on peut trouver ailleurs, la boule a roulé. Évidemment, les prêtres shinto s'en sont emparés. Pourquoi? Parce que eux, ça leur parle. Ça, c'est quelque chose qui a été laissé par les ancêtres. Mais on peut se passer de ce genre de boule de pierre parce que d'autres systèmes existent. Et je les ai notés en fait dans mes carnets, peu importe. Le but, c'est le suivant. Canaliser en fait l'énergie de la Terre à certains moments de l'année pour régénérer une nature en fait qui a été détruite. Mais détruite face à quoi? Face à des catastrophes d'ampleur planétaire. Vous avez des exemples? Oui. Tu le sais, en Chine, tu as vécu à Shanghai, tu as des amis chinois, il y a certaines fêtes, notamment, il y a une fête avec l'archer Yi. Oui, oui, je sais. Il y a une légende qui est la suivante. À un moment donné, les hommes ils vont se plaindre à l'archer Yi, qui est leur grand héros, qui est l'équivalent d'Hercule, mais qui représente en même temps Orion. Orion proche de Sirius. Et ils disent, c'est terrible. Au lieu qu'il y ait eu un soleil qui s'est levé, il y en a 10. Et hommes et bêtes brûlent sur place. On est obligé de se réfugier dans des abris sous roches, creusés de main d'homme, ou dans des grottes. Creuser de main d'homme est intéressant. J'y reviendrai. Et heureusement, l'archer Orion Yi était là. Il abat 9 des soleils. Et à nouveau, il y a un seul soleil. Et en effet, on peut respirer. Il me dit, lorsque tu es étudiant, est-ce que tu as quelque chose, une catastrophe qui peut se rapporter à tout ça? Je dis, ben oui, oui, je pense. Je pense parce que, surtout qu'on a fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là, grâce à vous, Japonais, il y a ce qu'on appelle l'excursion magnétique de Lachan, donc il y a à peu près 42 000 ans, 41-42 000 ans. Et il y a l'excursion magnétique de Monolek, il y a 33 000 ans, grosso modo. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. Imaginez que voici la Terre, et il y a un manteau magnétique. Et on va vers une inversion magnétique. Et donc, il y a plein de petits pôles sud, plein de petits pôles nord. Et la couverture magnétique qui nous protège des vents nucléaires solaires, elle tombe à moins de 25%. Et donc, c'est comme dans la légende. Hommes et bêtes brûlent sur place. Il y a une étude justement sur peut-être la disparition d'une partie des Néandertaliens touchés en fait par ce flux nucléaire, par des cancers, par des choses ignobles en fait qui leur seraient arrivées. Il y a une étude très très complète sur le sujet. Donc malheureusement elle est en anglais et seulement en anglais. Et donc ceci pourrait correspondre. Non, pas du tout, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Et donc la grande question c'est est-ce que la mythologie, est-ce que les légendes ou simplement des oui-dire nous permettent de prévoir quand est-ce qu'il y a ces excursions magnétiques? Alors je le rappelle, une excursion magnétique c'est avant une inversion magnétique. Donc c'est le pôle sud et le pôle nord qui s'inversent. Et donc avant que ça s'inverse, il y a plein de petits pôles sud, plein de petits pôles nord, et le flux magnétique qui nous protège tombe. Évidemment, on est moins protégé par les vents solaires qui sont dévastateurs, qui soufflent une partie de notre atmosphère et qui vont irradier les gens. Donc cette étude américaine, enfin, cette étude franco-américaine sur le sujet était vraiment sur ce sujet-là. Quel impact sur les populations de l'époque? Ça a été désastreux. Désastreux. Tout simplement. Sur les espèces, alors évidemment, les espèces végétales prolifèrent. Évidemment. Elles souffrent, bien sûr, mais elles prolifèrent. Et donc, j'ai demandé, mais cette fête, celle des gâteaux de lune, qu'est-ce que c'est pour vous? Juste pour vous.
Pas pour les Chinois de la rue, pas pour le Chinois de la rue. Qu'est-ce que c'est pour vous? Et ça m'a été répété par plusieurs fois. C'est pour ça que je peux dire face caméra. Parce que derrière, il y a des gens qui le pensent. Cette fête de gâteau de lune, ça a été le dernier soir où les gens ont mangé la nuit. Parce qu'ils vivaient la nuit. Et après ça, ils pouvaient à nouveau manger le jour. Parce que, à nouveau, il y avait un pôle nord et un pôle sud. Parce que c'est ça dans une excursion magnétique. Il y a un pôle nord, il y a un pôle sud, il y a plein de petits pôles nord, plein de petits pôles sud, et le pôle nord et le pôle sud reviennent le pôle nord et le pôle sud. Il n'y a pas d'inversion. La dernière inversion, c'était il y a un peu plus de 700 000 ans. Et donc on voit au cours de l'histoire une série de déluges de feu qui s'accompagnent d'autres catastrophes. On parlait tout à l'heure du cycle de Milankovitch, de déluges d'eau. C'est terrible, on a parlé de 120 mètres tout à l'heure. On a parlé de 120 mètres. Donc c'est un grand, grand, grand problème. Donc visiblement, les hommes, ils sont organisés, ils regardent le ciel, ils ont peur de deux choses. En effet, que le ciel leur tombe sur la tête et des déluges. On a une légende, c'est celle de Fuxi Enua. Juste pour faire le lien avec la Chine et pour dire que la Chine a conservé, d'une part avec cette fête très particulière, quelque chose en rapport avec les déluges de feu. Je vais parler un tout petit peu des déluges d'eau. Donc Fuxi Inua, on peut le retrouver sur Wikipédia, il n'y a pas de souci. On va pouvoir retrouver le texte que je vais soit lire, soit simplement énoncer, si je retrouve la page. J'aurais dû mettre un petit chose parce que mes carnets sont remplis de notes. Justement, voilà. Autre chose, c'est par rapport justement aux glyphes, par rapport au, comment dire, à tout ce qui est zodiaque qui a donné en fait notre alphabet. Donc là j'égrène les pages et je me souviens de notes que je fais face aux gens à l'époque. Pourquoi? Parce que, voilà, Fuxinoa. Peut-être qu'on pourra faire une incrustation ou pas, mais qu'est-ce qu'on nous montre ici? On montre de quoi nous parle Fuxinoa. Il nous parle d'un déluge d'eau. Et à la suite de ces déluges d'eau, l'axe de la Terre change. Tiens donc, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle un certain documentaire qui nous parlait d'un axe penché. Peu importe. La légende est là. Elle est sur Wikipédia. Noua génère l'humanité de l'argile. Je vais faire court. Le ciel brisé, sa danse avec son parède sera équilibre, réparé. Le ciel et la terre restèrent néanmoins légèrement inclinés, en sens inverse de l'autre, causant une dérive nord-ouest des astres et sud-est des fleuves. Et donc, dans la légende de Fuxinoa, j'ai noté ça, qu'on peut retrouver sur Wikipédia, suite à ce déluge d'eau, ce cycle de Milankovitch qui s'est mal passé à un certain moment donné de la Terre, eh bien, semble-t-il, pour les gens qui observent le ciel, et c'est vrai qu'on montre des constellations, l'axe des constellations aurait bougé. Donc c'est à quel moment que ça s'est passé? À quel cycle de Milankovitch? Est-ce que c'est le dernier? Celui du Drias récent, où on a vu une montée de 120 mètres des mers? Est-ce que c'est à une époque beaucoup plus ancienne? On a vu que les Chinois, peut-être, gardons le subjonctif, gardons une espèce de fantaisie par rapport, je dirais, à ce que les hommes peuvent conserver de leur passé. Peut-être que les Chinois, et d'autres civilisations, parce qu'il y en a d'autres, ont conservé la mémoire d'un déluge de feu et de déluge d'eau. Parce que ces histoires-là, on les retrouve dans le monde entier. On retrouve par exemple chez les Hopis. Ils ont un déluge de feu. Et ce seraient des êtres qui vivraient sous la terre, des hommes fourmis, qui les auraient sauvegardés. Là, une légende très très riche. Là, j'ai entendu mille et une choses, et je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Je le ferai en privé, mais je ne le ferai pas face caméra. Parce que là, on est vraiment dans des choses qui ne sont pas ici, comme sur Wikipédia. Ça, c'est quelque chose qui est connu, bon, qui est traçable, et que les gens peuvent, je dirais, consulter sans trop de problèmes. Mais voilà, on est face à des déluges et à des configurations dans le ciel. Et voilà peut-être pourquoi on retrouve un peu partout sur la planète des
computation par rapport au monde céleste, des mégalithes, des cupules et d'autres ensembles comme des poteaux ou comme des triangles de pierre. Des triangles de pierre, parce que les plus anciennes pyramides, on le sait aujourd'hui, ne sont pas en Égypte, elles ne sont pas en Mésopotamie. Elles viennent d'Eurasie, tout comme la momification. Parce que la momification, en fait, est quelque chose de traditionnel, en fait, en Asie. Par exemple, en Indonésie, elle se pratique toujours. Tout comme en Indonésie, il y a encore des théâtres pyramidaux. Le plus ancien théâtre pyramidal, je l'avais esquissé. C'est celui de Gunung Padang. Mais n'oublions pas ceci. N'oublions pas ceci. D'après certains archéo-astronomes, des plus sérieux, ceci montre la configuration du ciel il y a 14 500 ans. Il y a derrière des études, il y a derrière des recherches archéologiques qui en parlent en Europe. Qui parlent en Europe du fait que la pyramide, les tertres pyramidaux, ont été conçus, semble-t-il, en Eurasie, dans un très très lointain passé. En tout cas, ce qui s'appelle Jomon, le passé en fait préhistorique japonais. Qui en parle? Personne. On a vraiment de la littérature sur le sujet. Ici, nous voyons encore quelque chose qui ressemble à une pyramide. Et ceci formerait Orion dans un lointain passé, parce que nous avons une série de théâtres pyramidaux comme ça. Et il y a encore des cultes. Ici, nous voyons un immense triangle. Et au moment du solstice, eh bien, la lumière passerait, le soleil passerait entre cette fente. Et on retrouve ça un peu partout. Qui en parle? Il y aurait des tas d'endroits comme ça en Asie, des tas d'endroits comme ça au Japon. Personne n'en parle. Ça n'intéresse personne. On dit simplement, les pyramides, c'est l'Égypte. Eh bien c'est faux. Sans doute les pyramides ont été édifiées pour la dernière fois en Égypte. C'est ça la chose qu'il faut comprendre. Et pourquoi? J'ai parlé en fait de la catastrophe de Toba il y a 75 000 ans. Et ce petit groupe humain, réparti, alors ça dépend des écoles, allemandes, américaines, entre 12 ou 15 clans, peu importe. Ces gens-là ont une culture commune. Peut-être. Ils sont rassemblés assez longtemps. C'est celle du dolmen, du menhir, du tertre pyramidal ou du tertre rond. Ils domestiquent les ongulés. Et on peut le voir, domestication officielle du cheval, totale, c'est-à-dire que la race est complètement concernée. Il y a des haras, c'est 9400 avant Jésus-Christ. Qui en parle? On a des publi-référents, on le sait par la génétique. On a des travaux qui montrent qu'au Paléolithique, à l'époque de Lascaux, au Gravicien, on faisait des cordes à l'aide de crins de cheval, de jument. De crins de cheval, de jument. On a les outils. Il y a des travaux très sérieux sur le sujet. Et donc, qu'il y avait sans doute un semi-élevage ou un élevage pendant le Gravicien, pendant finalement la préhistoire, notre préhistoire. Personne n'en parle. Et tout ça, ça se passe en Eurasie. Et donc là, nous trouvons devant des gens qui sont en Eurasie, qui partent vers l'Est, vers le Japon, la Chine, vers l'Indonésie, qui va devenir le Sundaland. Nous avons des gens qui partent vers l'Ouest, vers l'Europe. Ils vont la peupler, ou la repeupler, parce qu'il y a eu différentes vagues. C'est très compliqué comme histoire, évidemment. Ça ne s'est pas fait en une fois. Il y a eu beaucoup de vagues différentes, mais ils viennent avec leur culture. Et sans doute, ou peut-être, entre le 15e et 20e millénaire avant Jésus-Christ, ils vont investir Soudan, Égypte, Maghreb et peut-être Canaries. Et ils viennent avec leur culture. Quelle est leur culture? Quelle serait leur culture? Restons dans l'hypothèse, parce que il faut rester juste. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, mais il y a tellement d'éléments à côté. Et ce serait bien d'aller plus avant. Ils viennent avec le dolmen, qu'on retrouve en abondance dans tout le Maghreb, qu'on retrouve également en Égypte, au Soudan, en Éthiopie et ailleurs. On retrouve le menhir, on retrouve le tertre pyramidal. Et donc nous avons ici, peut-être au 15e millénaire, ou au 10e millénaire avant Jésus-Christ,
des tertres pyramidaux qui vont commencer à s'établir, mais comme en Eurasie, c'est pas plus. Et comme en Eurasie, je parlais tout à l'heure d'Orion, qui était central. Il se trouve que dans cette croyance, dans ces légendes, si je fais un peu la synthèse, parce qu'il faut faire court encore, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour peut-être interviewer les gens in situ, les faire parler comme ferait un ethnologue, mais ce n'est pas mon métier. Moi, c'était simplement de la curiosité. Je ne suis pas ethnologue, même si, en quelque sorte, j'ai une démarche ethnologique. Faire parler les gens et dire, ben voilà, les gens regardent le ciel et peuvent dire, bientôt il y aura un déluge d'eau, ou il y aura un déluge de feu. Et en tout cas, Orion, ici, quelque chose d'appréciable. Et pour en revenir sur ces déluges de feu, peut-être que en lever Héliac de Sirius, puisque nous parlons de l'Égypte qui a simplement hérité d'un grand héritage qui venait d'Eurasie, je le rappelle, tertre pyramidal, tertre rond, dolmen, menhir, domestication des ongulés, domestication tout court, géométrie à 366 degrés, peut-être géométrie à 360, également embarcation, connaissance du principe de l'agriculture, c'est-à-dire que si je plante quelque chose en terre, ça va repousser. Alors, pour avoir discuté avec un tas de gens, cette découverte, c'est sans doute le paléolithique. On a du mal à situer. Pourquoi? On pense qu'il y a eu des religions à mystère très très tôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un homme en terre, eh bien on pense que, comme une graine, il va repousser sur un autre plan. Cette pensée appartient, je dirais, aux archéologues ou aux philosophes qui l'ont prononcée. Mais en tout cas, moi je la trouve très intéressante. Donc peut-être qu'il y avait au Paléolithique des religions à mystère, dans lesquelles, comme dans les religions à mystère, on révélait à l'initié que si on plante une graine en terre, elle va pousser. Et donc il y a un espoir après la mort. Et donc il y a quelque chose à la fois beau et quelque chose en même temps qui peut être utile pour la société. Parce que au tout début, on a peut-être planté simplement des tubercules ou des choses de cet ordre-là. Et, tout ce qui est, je dirais, millet, etc., est venu beaucoup plus après. Peu importe. Mais là, ces gens-là viennent avec cette culture. Ils viennent en Égypte, au Soudan, en Éthiopie avec cette culture-là. Ils viennent au Maghreb avec cette culture. Et comment sont-ils habillés? Ils sont habillés, grosso modo, peut-être comme des Scythes. Et c'est pour ça qu'à l'autre bout, aux Canaries, on retrouve des gens qui se disent héritiers de ces gens-là et qui utilisent une écriture comme celle des Berbères aux Canaries et qui disent qu'ils ont vécu une catastrophe inouïe et que malheureusement ils ont perdu beaucoup de leur science. Ces gens-là ont des momies, font des tertres pyramidaux, comme on pouvait sans doute retrouver en Égypte dans le passé et comme on retrouve encore au Japon maintenant. Et ça, il faut le savoir. Au Japon, en Corée, par exemple en Malaisie, on retrouve des configurations qui sont équivalentes. Mais pas seulement équivalentes là, on en retrouve également en Polynésie, détruite ou pas, en tout cas on a les traces archéologiques, on en retrouve également dans l'océan Indien. Et donc c'est cette culture eurasiatique qui s'est diffusée partout. Il faut bien comprendre, peut-être, non, il faut bien comprendre tout court, que la Mésopotamie et que l'Égypte sont sans doute des filiations filles et non pas premières. Et le problème, il est là. Si je fais la synthèse de tout ce que les archéologues, spécialistes, philosophes, spécialistes de religion, herméneutes, quelles que soient leurs obédiences, qu'ils viennent, peu importe d'où ils viennent, il y a eu vraiment deux très grandes civilisations en Eurasie à partir de deux foyers. Et simplement ces gens ont connu catastrophe sur catastrophe. Et le seul moyen de savoir quand la prochaine catastrophe allait arriver, c'était vraiment de fixer le ciel, d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, en dehors du monde anglo-saxon et du monde japonais, personne ne fait de recherche sur le sujet. Par exemple, quand on va au British Museum ou quand on va à Stonehenge, on a des recherches très 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 sérieuses sur l'archéoastronomie et on n'en retrouve pas en France. C'est un grand problème, on n'en trouve pas en Espagne, donc, à part l'Angleterre, à part quelques endroits aux États-Unis, à part quelques endroits au Japon, on n'en retrouve pas. Mais bon sang, pourquoi ces livres se trouvent au British Museum
Pourquoi ils se retrouvent officiellement dans des sites comme Stonehenge ou surtout tous les sites en fait officiels du monde anglo-saxon? C'est parce que derrière, il y a des gens infiniment sérieux. Si Norman Lockyer est le créateur de l'astrophysique, créateur du journal de référence Nature, excusez du peu. Excusez du peu, c'est vraiment Nature, c'est la référence. Cet homme-là a mis en avant une création en fait d'un Français qui s'appelait en fait Monsieur Gaillard, Félix Gaillard, officier académique. Pendant 10 ans, il a démontré que l'archéoastronomie existait. Et donc, dans les mégalithes, dans les constructions anciennes, on tient compte du ciel. Ça, c'est totalement officiel en Angleterre. Ça n'a aucune résonance en France. Pourquoi? C'est Sir Norman Lockyer. C'est pas n'importe qui, c'est le créateur de Nature. Pourquoi? Pourquoi? Au Japon, je fais partie de la société japonaise d'archéoastronomie. On parle de ces sujets-là de manière totalement ouverte. Des astrophysiciens font des calculs. Voilà, on a un exemple ici. 3 astrophysiciens, et je lis, excusez du peu. L'astrophysicien en charge de tout ce qui est astronomie à l'université de Tokyo, c'est-à-dire l'université considérée comme la meilleure du Japon. Ça a pignon sur rue. C'est du sérieux. Mais aucun écho. Aucun écho. On va dire, non, dans la grande pyramide, aucun rapport avec les étoiles. Ou aussi peut-être avec Sirius, Orion. Non, dans la grande pyramide, aucune métrologie particulière. Mais ces gens-là l'ont étudié, bon sang. Mais pourquoi on n'en tient pas compte? Le yarn mégalithique, ça existe. Il y a des études sur le sujet, des études de métrologie. Mais non, aucun écho. C'est un grand problème. Et le problème, il est central, c'est on veut tout ramener, visiblement, peut-être que je me trompe, on veut tout ramener aux terres bibliques. Et c'est tout. Non mais ça c'est une interprétation de Sitchin. Une interprétation de Sitchin, or moi je ne m'y retrouve pas en termes de mythe. Je crois que ça fait partie en fait du... je vais décevoir beaucoup de gens, hein. Mais je veux pas me fâcher avec les gens. Je veux qu'ils restent avec leurs illusions, parce que en effet, c'est une science-fiction des plus agréables, mais tout ça, c'est des calendres d'Ène, malheureusement. En fait, tout ça a été mis en avant pour tout simplement cacher ce qu'était réellement le mythe de Tiamat. Voilà, il est là le problème. Chercher ce qu'est Tiamat pour de vrai. Chercher ce que signifie le terme mundus imaginalis. Et c'est ça, malheureusement, qu'on ne veut pas mettre en avant. Maintenant, on va régler le sort de Sumer. Sumer est une citation fille. Elle est née de quoi? Elle est née sans doute, parce que là encore, je fais la synthèse de tout ce que j'ai pu noter des avis des uns et des autres. Il y a eu une grande catastrophe vers 9946 avant Jésus-Christ, une autre catastrophe vers 9200 avant Jésus-Christ, vous pouvez trouver ça sur Wikipédia, vous tapez catastrophe de Storegga avec 2G, pour mieux retrouver. Il y a eu quoi? Au nord de l'Europe, il y avait le glacier qui était en train de fondre. Et à cause de lois de thermodynamique qu'on m'a expliqué, eh bien le rebord était solide et l'intérieur était creux et il y avait d'immenses nappes d'eau. Et vers 9200 avant Jésus-Christ, ça a cédé. Ça donne quoi? Ça donne une vague de 100 mètres, 10 mètres sur le long, qui aurait ravagé toute l'Europe. Donc nous trouvons face à des civilisations de ce type-là, qui se trouvent mais en danger, ravagés. Ces gens-là, ils vont où? Ils retournent en Eurasie, parce que ce qu'on a dit sur le croissant fertile, c'est vrai, c'était réellement l'Éden. Aujourd'hui, ce sont des déserts, mais on plantait un bâton et il poussait, pour ainsi dire. Excusez-moi l'expression. C'était ça. Et donc, le peuple de Sumer pourrait être peut-être ceci. Des gens qui viennent d'Europe de l'Est, qui viennent avec leur culture, c'est-à-dire
tablettes d'argile sur lesquelles on met des pictogrammes. Et également des gens qui viennent des steppes, du haut, qui ont domestiqué le cheval depuis très longtemps, et qui viennent avec leur propre culture. En tout cas, on a les Mansours, qui sont formés de... quand on va en Eurasie, quand on va dans les pays en stan, quand on va en Russie, on trouve des cités aussi considérables et aussi importantes que Sumer. Il y a eu un seul documentaire d'Arte sur le sujet. Et pourtant, c'est, pour moi, et pour d'autres, c'est exactement la même importance. Et souvent, c'est plus ancien. C'est plus ancien. On n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte, parce qu'on est aube d'une lignée par Sumer, terre biblique, terre d'Abraham, bien sûr. Or, se pose la question, mais d'où venait Abraham finalement? Est-ce qu'il n'est pas d'Europe? Est-ce qu'il n'est pas des steppes d'Asie centrale? Parce que peut-être que Sumer, c'est ça. Peut-être que je me trompe. Voilà, simplement, il n'y a pas d'études. Donc, on peut tout dire, mais en même temps, on ne peut rien dire. Et c'est ça le problème. Comme il n'y a pas d'études, on ne peut rien dire. Je ne suis pas généticien, mais j'ai entendu parler de travaux disant qu'à un moment donné, on trouve en effet un changement dans la forme des êtres humains. Je n'ai pas creusé la question. Je dirais, c'est mon point aveugle en quelque sorte. Que ce soit clair, je ne pense pas du tout à une seule seconde que des êtres exotiques soient venus et changer le génome humain. Parce qu'on n'en a pas besoin pour changer. Je le répète, on n'a pas besoin d'une intervention extérieure de ce type-là pour que le génome humain change. Voilà. Et moi, j'invite les gens à se reporter aux travaux de la physique de l'information, des boucles de rétroaction et de la génétique sur le sujet. On a écrit sur le sujet. En 1991, quelque chose a été présenté par l'un de nos pontes ici. Il a été rejeté. Rejeté. Voilà, c'est Monsieur Coppens. En 1991, quelque chose a été présenté dans le sens des mathématiques de René Thom. Les mathématiques de René Thom sont reliées à la physique de l'information. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Le professeur Pierre Solier a montré que de son vivant, un être humain pouvait changer son génome. Alors maintenant, on va extrapoler. On va jouer aux physiciens quantistes, aux physiciens de l'information. Parce que la physique de l'information, c'est la petite fille de la physique quantique. Allez, pourquoi pas, hein. Moi, je suis considéré comme un artiste, donc je peux à peu près tout faire. Voilà, moi je suis libre. Donc imaginons. Voilà, il va y avoir le DRIAS récent qui va arriver, le cycle Milankovitch qui arrive à un certain terme, et on va avoir 120 mètres de mer qui vont inonder la plupart des terres, et avec des catastrophes naturelles, parce qu'évidemment je pense que sur le climat ça doit être terrible, qui vont arriver. L'être humain a besoin d'une certaine mutation pour survivre. Il a besoin que certaines élites se transforment, comme par exemple un petit os à l'intérieur du crâne dont j'ai parlé, qui va ployer d'une certaine manière sur les mathématiques de René Thom pour élargir son crâne, pour qu'au lieu de 1400 cm3 ou 1500 cm3, il y en ait beaucoup plus. Imaginons. Allez, on est dans l'extrapolation, hein. Puis on est entre nous, on est libre. Eh bien, imaginons qu'il y ait besoin de gens comme ça, plus intelligents ou plus connectés. On en ait besoin. Eh bien, si réellement la physique de l'information dit vrai, dans le futur, eh bien, notre génome irait chercher cette information et il changerait du vivant même des individus. Et donc le fils aurait peut-être une mutation. Alors je ne sais pas laquelle, hein, parce que je ne sais pas à quel type de... Voilà, je ne suis pas généticien. Franchement, c'est pas mon domaine, hein. Là, je fais un espèce de saut dans le vide. Voilà, je vais peut-être me ramasser lamentablement sur des rochers. Mais allez, allons-y. Imaginons qu'il y ait en effet ces boucles de rétroaction. Eh bien, les individus pourraient avoir en fait une mutation opportune qui serait nécessaire à la survie de l'être humain. Dès les enfants. Et dès même le vivant de la personne. Ça, c'est compliqué comme histoire.
Ce serait compliqué, comme je l'ai dit, on m'a montré beaucoup de schémas. En plus, les gens que j'ai vus n'étaient quelquefois, mais pas du tout d'accord. Et quand je dis pas du tout d'accord, c'est dire fâché, hein. Fâché. Alors, moi, comme je prends pas parti, comme je suis un espèce de messager, je regarde, je note. T'as bien compris le truc, hein. Je regarde, je note. Bon, je vais partir du principe que on a les preuves aujourd'hui, parce qu'il y a eu une émission d'Arte sur le sujet, donc c'est quelque chose qui est entériné, qui est devenu, je dirais, pour le grand public, hein. Il y a peut-être 10 à 12 millions d'années, les hominidés en fait apparaissent en Eurasie, en Europe occidentale. Il y a 7,2 millions d'années, il y a des hominidés de type évolué. Il y a 5 millions d'années, la Méditerranée est asséchée et sans doute l'Europe est épouvantable. Donc en tout cas, il y en a certains qui passent en Afrique et d'autres qui restent en Eurasie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque en Eurasie, c'est l'Éden. Il y a un immense lac et des fleuves dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc il faut naviguer dessus et ils vont se développer là. Donc ils vont se développer en Eurasie. Voilà. Simplement, entre un animal qui peut vivre de manière opportune qu'à des groupes tout petits, quelques milliers d'individus maximum, peut-être quelques dizaines de milliers d'individus sur tout un continent, allons savoir, hein. Alors peut-être que je vais être repris par des gens qui sont spécialistes en disant mais non, si on prend les primates évolués, non, à cette époque-là il y en avait beaucoup plus. Peu importe, hein, mais en tout cas la Terre ne peut pas porter plus qu'un certain... À cette époque-là, si on est chasseur-cueilleur, ou si on est dans une pré-agriculture, ou une semi-domestication, je pense que l'Europe ne peut pas supporter plus que 100 000 individus, grosso modo. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vu des chiffres comme ça. Donc je pense que ces chiffres sont fiables. Maintenant, imaginons qu'il y en ait beaucoup plus. On a 200 000 ou 300 000. Qu'on a 1 million, 2 millions. Comment on fait? Les animaux, ils n'ont pas de problème. Ils ont une niche écologique. Ils n'ont pas besoin d'évoluer. Nous, par contre, on est confronté à un problème. Si on n'évolue pas, bah, on disparaît. Bah oui. Bah oui, évidemment. Donc il est là le problème. C'est si on s'autorise cette expérience de pensée, voilà, on fait une espèce de grand saut dans le vide. Voilà, peut-être qu'on va tomber dans le néant sur un rocher ou peut-être qu'on va tomber sur un Éden. Euh, voilà, peut-être qu'on se retrouve à des moments donnés où on a 1, 2 ou 3 millions d'hominidés, quelles que soient les espèces, et elles sont en concurrence. Et l'être humain, en fait, a besoin d'évoluer. Je ne parle pas du Drias, hein, parce qu'au Drias, voilà, c'est un nivellement. En gros, il doit rester quoi? Il doit rester le sapiens d'Afrique, qui est un sapiens pur, et puis, comment dire, nos ancêtres eurasiatiques, qui sont visiblement un mélange de beaucoup d'espèces, hein. Là, il y a encore eu des rebondissements, donc c'est un mélange des néandertaliens, d'un certain sapiens, il peut y avoir du Denisovian, et puis maintenant, il va y avoir d'autres espèces. Donc on est vraiment super métissé. Voilà, donc voilà, c'est le triomphe des métis, je dirais. Vive la diversité. Mais voilà, et donc ces gens-là, ils ont dû, bah, peut-être Rodriguez m'a évolué d'une certaine manière, oui, peut-être, oui, on ne sait pas. Peut-être qu'on va retrouver des ossements en disant qu'il y a 14 400 ans, bah, il n'y avait pas seulement en fait du sapiens, enfin, nos ancêtres, parce que là je risque d'utiliser un, mais d'autres espèces. Peut-être qu'il y avait encore, on va peut-être le découvrir, hein, peut-être d'autres types d'hominidés, comme peut-être qu'il y avait encore des hommes de Flores, peut-être qu'il y avait des gens Gigantopithecus, peut-être qu'il y avait d'autres types d'hominidés. Et tout ça, c'est en concurrence. Donc eux ont disparu. Mais nous, on est restés. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Nous, on est restés. Darwinisme, bah, moi j'écoute. J'écoute. J'écoute, je vois ce qui se passe. J'écoute beaucoup, je note. Et je vois simplement, depuis maintenant à un peu plus de 7 ou 8 ans, le darwinisme peut expliquer certaines choses, mais ne permet pas d'expliquer bien d'autres choses. Ce qui fait qu'il y a un espèce... alors, moi je vois un petit peu le débat aux États-Unis, soit on est pour le darwinisme, soit on est pour le créationnisme. Et finalement, si c'était aucun des deux camps qui avait raison. C'est ça, voilà, bon.
Donc c'est-à-dire qu'il y aurait un peu de darwinisme, mais qu'il y aurait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ces fameuses patterns de René Thom, qui, semble-t-il, semblent expliquer la forme des êtres. Est-ce que c'est pas un mélange des deux? Oui, c'est un mélange des deux, voilà. On a tranché, maintenant c'est publié référé, on a le droit de l'enseigner depuis 2015, voilà, dans les meilleures académies en France et ailleurs, voilà. Donc dans le débat tranché, le darwinisme est mort, pour ainsi dire. Enfin, la vulgate darwiniste, j'entends, on me pardonnera, ouais, parce que le darwinisme, c'est pas ce qu'on a dit, etc., etc. C'est la manière dont on présente le darwinisme, voilà. On me pardonnera, parce que là, je fais un tiré raccourci, parce qu'après, je vais revenir à la maison, je vais dire, oh là, j'ai dit une bêtise. Voilà. Voilà. Tel que les gens voient le darwinisme, voilà. L'image d'Épinal du darwinisme.